d'un projet initié par l'Agence brésilienne de coopération avec les pays d'Afrique. Projet expérimenté depuis un an dans la localité de Gléy pour booster la culture du coton et lutter contre les insectes ravageurs. Cette semaine, l'heure de l'évaluation a sonné. Les résultats à découvrir tout de suite dans ce journal. Suite de la sensibilisation de toutes les composantes du pays sur l'importance du prochain sommet sur la sécurité et la sûreté maritime. Tous les Togolais doivent être mis à contribution pour la réussite de cette rencontre de haut niveau. Et puis on connaît enfin le nouveau président du Gabon. Ali Bongo a été réélu pour un second septennat avec 49,80% des voix. Des résultats contestés par l'opposition et des heurts ont déjà eu lieu dans certains quartiers de la capitale Libreville. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. La section togolaise du réseau africain des personnels des parlements organise depuis ce matin une formation à l'intention du personnel de l'Assemblée nationale du pays. Les travaux visent à explorer les innovations du nouveau statut de la fonction publique et les avantages qu'il comporte. Une rencontre présidée par la troisième vice-présidente du Parlement. Le compte rendu avec Rachida Amadou Tchassina Baga. Le personnel de l'Assemblée nationale s'approprie le contenu du nouveau statut général de la fonction publique. Adopté en 2013, ce cadre juridique et réglementaire prend en compte de nombreuses réformes qui visent à professionnaliser l'administration publique. Des innovations importantes que la section nationale du réseau africain des personnels des parlements veut partager avec le personnel administratif de l'Assemblée nationale. Le statut général de la fonction publique, adopté en 2013, a adopté un certain nombre d'innovations qui prend en compte les réformes initiées par le gouvernement. Et pour nous, il est question de donner l'opportunité au personnel de l'Assemblée nationale de s'approprier le contenu de ce statut. Il s'agit de voir, entre autres innovations, les questions liées à certains avantages contenus dans le nouveau statut général de la fonction publique. Comme avantage, c'est que le nouveau statut général de la fonction publique a permis d'aller vers la réorganisation de la grille indiciaire et a permis aussi d'aller vers d'autres avantages tels que la mise en position de stage. Il y a aussi certaines libertés syndicales qui sont renforcées. Les échanges vont porter sur les avantages sociaux prévus dans le statut général de la fonction publique, la liberté syndicale et ses restrictions, avec en toile de fond la déontologie administrative et le travail parlementaire. Chaque agent a l'obligation d'être disponible à son poste, ce qui veut dire que assidu au travail, faire bien son travail et surtout tenir compte de certaines obligations de rigueur, de probité, d'honnêteté et surtout d'éviter certains comportements déviants. Il s'agit aussi d'en débattre autour de ces questions-là pour faire en sorte que l'administration parlementaire en particulier soit performante. La qualité du travail parlementaire dépend des compétences des ressources humaines qui accompagnent les députés, d'où l'enjeu de cette session qui entend renforcer les performances de l'administration de l'Assemblée nationale. Le personnel parlementaire assiste ainsi les députés dans l'exercice de leur mandat en leur apportant une expertise technique en matière de conception, de rédaction des textes de loi et même des travaux de recherche. C'est donc soucieux de la qualité du personnel administratif
que le président, avec le bureau de l'Assemblée nationale, s'investit chaque jour pour faire de l'administration parlementaire une administration performante et efficace grâce à la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement. Il est attendu au terme des travaux que les fonctionnaires parlementaires prennent conscience de leur niveau de responsabilité dans la bonne marche du travail de l'Assemblée nationale. Depuis un an est expérimenté dans la localité de Gléy le projet dénommé Coton 4 plus Togo. Il permet de booster la production cotonnière en éliminant les ravageurs. C'est une idée née de la coopération avec l'agence brésilienne dont certains experts sont justement sur le terrain pour évaluer le dit projet. Le compte rendu sur place avec Yves Agbevivi. Un champ de coton de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA dans la localité de Gléy. Une expérimentation du semis direct sous couvert végétal sans labour démarrée il y a un an avec l'expertise de l'agence brésilienne de coopération Sud-Sud. Un an après le démarrage du dit projet, comment évoluent les plans comparativement à l'ancienne pratique de semis sur billon? Une délégation brésilienne a donc fait le déplacement de Gléy où elle a pu toucher du doigt la réalité sur le terrain. En dehors du semi-direct, le projet Coton 4 plus Togo prévoit également la mise en place d'autres structures de formation, comme c'est le cas dans d'autres pays de la sous-région qui expérimentent la nouvelle approche. Les plans de couverture ont un avantage. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'au moment du semis, quand les pluies commencent, le producteur ne perd pas du temps à faire les bions. Quand il pleut, il vient, il fait son traitement herbicide, il brûle les herbes et il sème directement. Le deuxième avantage, c'est que au niveau des parcelles où il y a les plans de couverture, le peu d'eau qui tombe est bien conservé et mis à la disposition de la plante. Le deuxième aspect, les plans de couverture qu'on avait mis en place ont eu des racines qui sont allées en profondeur et ont rendu meuble, aéré le sol et enrichi le sol avec la biomasse. Par rapport à notre variété Stam 129, les premiers résultats ont montré que notre variété se montre très productive, mais en termes de qualité au niveau de la longueur des fibres, la brillance, la couleur, on a trouvé qu'on peut améliorer encore notre variété. Maintenant, concernant la pression des ravageurs, nous allons bénéficier d'un appui technique pour l'installation d'un laboratoire à Kolokopé. Le projet Coton 4 plus Togo a mis l'accent sur la recherche pour une meilleure qualité des semences, la fertilité des sols et la lutte contre les ravageurs. Ce dernier volet, selon les techniciens de l'ITRA, permettra de venir à bout de ces chenilles qui attaquent les jeunes plantes de maïs dans certains milieux du pays. Et dans le Wawa, c'est une toute autre culture qui est promue, le fonio. Des groupements de femmes productrices de cette céréale bénéficient d'un appui de l'ONG CADEF pour accroître leur production tout en protégeant l'environnement, une lutte plus que nécessaire face au changement climatique. Nous retrouvons Yves Agbevivi. Il est plébiscité pour ses propriétés gustatives et nutritionnelles et selon les chercheurs de l'Université de Lomé, il est plus riche que les autres céréales, que ce soit en calcium, en magnésium, en zinc et en manganèse. Le fonio constitue la nourriture de base dans certains milieux dans les plateaux, comme ici dans la localité de Eketon. Des groupements de femmes y s'investissent dans la production de cette denrée avec les moyens de bord. Améliorer les conditions de vie de ces femmes en vue d'une production intensive, sans oublier la gestion durable des terres, c'est la mission du sous-projet à appui au groupement de femmes productrices de fonio dans le dit canton. Un projet que vient de lancer l'ONG CADEF qui lutte pour le bien-être de la femme et de l'enfant.
le fonio, malgré que cette culture soit une culture de base de la préfecture, la culture tend à disparaître compte tenu de la délicatesse de ce travail. Et la plupart des travaux de cette culture sont faits par les femmes. Et au même moment, la complexité ou bien la délicatesse de ces travaux fait que les femmes se découragent, se défont des activités de cette culture. Pour ça que nous sommes dit qu'il va falloir appuyer ces femmes. Nous voulons profiter et protéger l'environnement à travers la mise en terre de certains plans. Le canton de Eketo, essentiellement agricole, regroupe 12 villages. Le projet d'appui au groupement de femmes a bénéficié de l'appui du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. Et les femmes ne sont pas seulement productrices de fonio, elles sont souvent également exploitantes des plateformes multifonctionnelles. Ces infrastructures mises en place dans plusieurs localités du pays pour lutter contre la précarité. Et dans la région de la Kara, les exploitants de ces plateformes multifonctionnelles se sont réunis en réseau. Réseau qui a tenu pour la première fois cette année son assemblée générale afin de définir un plan d'action exercice 2017. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Monzo. Pour le compte du programme national de développement des plateformes multifonctionnelles, 36 villages sont bénéficiaires dans la région de la Kara. Lors d'une rencontre en juin dernier, les exploitants des plateformes de ces villages ont senti le besoin de se mettre en réseau pour plus d'efficacité. Ce réseau tient sa première assemblée générale à l'échelle des responsables des comités de gestion. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui a permis aux participantes de faire des témoignages. La plateforme m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris à manipuler le moulin, à mettre en marche le moulin, à faire ce que le garçon aussi faisait et on les regardait. La plateforme aussi a laissé que aujourd'hui je peux planifier toute activité que j'ai. J'ai suivi des formations qui m'ont mis à un niveau que je peux gérer moi seul sans quelqu'un. Dans ce temps-ci, la femme elle-même peut payer l'école de son enfant. Elle-même peut amener son enfant à l'hôpital. Avant, on allait ailleurs pour 7 km pour moudre la farine. Quand la plateforme est venue, maintenant nous sommes à l'aise. On ne se déplace plus. Avant, on ne connaît pas le calcul comme ça. Si on vend les choses, on ne sait pas. On prend l'argent, on associe seulement. Donc avec la plateforme, ça nous a montré que si tu vends quelque chose vers le soir, tu vas faire tel compte et tel compte. Et tu vas enlever telle chose comme ça. Avant là, nous on ne connaissait pas ça. Les plateformes multifonctionnelles ont commencé par être installées dans la région de la Kara il y a 2 ans, avec pour partenaire de mise en œuvre le PADES, Programme d'aide pour le développement économique et social. À cette assemblée générale, il s'est agi de partage d'expériences et d'élaboration d'un plan d'action du réseau pour l'année 2017. Nous sommes là pour leur apporter nos conseils parce que c'est d'échanger entre eux pour voir de quelle manière certaines ont commencé par émerger. Comment les autres se prennent pour émerger, pour être performants, pour que la rentabilité de leur entreprise soit viable. De façon générale, il y a quand même près de la moitié qui excellent. Le programme national de développement des plateformes multifonctionnelles a été lancé en 2011. À ce jour, 192 ont été installés à travers le pays et produisent déjà des changements dans la vie des ménages défavorisés.
On en vient à ces nouvelles étapes de la sensibilisation des populations à la base sur l'importance du prochain sommet sur la sécurité et la sûreté maritime dans notre pays. À Kalimé, où il est arrivé ce matin, le ministre Guy Madjer Lorenzo de la communication a échangé avec les transporteurs et commerçants sur les enjeux de cette rencontre. Pierre Soussouko. Une étape dans la tournée de sensibilisation du ministre de la Communication sur le sommet de l'Union africaine consacré à la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Ici aussi, les acteurs de la chaîne de transport de la région des plateaux ouest ont été édifiés sur la portée de ce rendez-vous. Guy Madjer Lorenzo a expliqué à ses interlocuteurs les impacts de l'insécurité sur les activités maritimes et les conséquences sur le développement socio-économique. Nous sommes venus leur dire que ce sommet, c'est également leur sommet, parce que la sécurité maritime conditionne leur travail. Lorsque les marchandises arrivent au port, ce sont eux qui les transportent à l'intérieur de notre pays, vers Balimé, vers Takwame, vers Saint-Cassé, et même qui vont au-delà dans les autres pays. Donc, s'il n'y a pas la sécurité maritime et que les bateaux ne viennent pas ou que très rarement, eh bien, ils n'auront pas grand-chose à transporter. Premièrement. Deuxièmement, avec l'insécurité maritime, le coût du fait, le coût de l'assurance augmente. Donc ça veut dire que quand ils vont amener les marchandises de consommation aux destinataires que sont les commerçants grossistes ou demi-grossistes, ceux-ci vont répercuter, eh bien, ces surcoûts sur la dernière personne qui paye, qui est le consommateur, qu'ils sont, que nous sommes. Avec toutes les difficultés que nous avons, il y a certains qui n'auront pas la possibilité de pouvoir s'acheter ces biens de première nécessité ou bien de première consommation. Donc, pour les transporteurs, pour les commerçants, le fait qu'il y a la paix et la sécurité au niveau des océans, au niveau de nos eaux, des approches des navires vers nos ports, est un gage de développement pour eux. Le message est bien partagé par les différentes parties prenantes à cette rencontre. Les élus locaux mesurent également la dimension de ce sommet et adhèrent à la dynamique, celle d'informer les populations à la base. Le sommet extraordinaire sur la sécurité, la sûreté et le développement dans les mers, il est important de faire une grande sensibilisation, une communication là-dessus, pour que le commun du Togolais comprenne le sens à donner d'abord, ou bien donner à ce sommet, les intérêts et surtout le profit, la dividende à en tirer. Transporteurs routiers et conducteurs de taxi-moto ont aussi pris conscience du rôle qui sera le leur avant, pendant et après le 15 octobre prochain. Le ministre Payadou Aboukessi était face à la même cible dans les régions maritimes et des plateaux. Les chefs traditionnels, les garants des us et coutumes sont appelés par le ministre de l'administration territoriale à servir de relais auprès de leur collectivité sur les enjeux de cette rencontre continentale. Dodo Haré, Patrice Bokor et Dem Soussouko. La tenue à Lomé du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique est dans sa phase ultime de préparation. Le gouvernement s'emploie
à sa bonne réussite en mettant en contribution les forces vives de la nation. Le ministre en charge de l'administration territoriale et des collectivités locales était face aux garants des us et coutumes des délégations de femmes et de jeunes des lacs Vaud et Bamono. Il est question d'échanger sur les enjeux de cette rencontre continentale. Si ces trafics échappent au contrôle des forces de sécurité, ces armes vont se retrouver dans la population. Et tout le monde peut être victime de ces trafics-là. Les faux médicaments, si on laisse passer les faux médicaments, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les populations qui seront victimes parce qu'elles vont consommer des médicaments qui sont prohibés. Et les drogues, si on ne contrôle pas bien nos frontières maritimes et que les drogues atterrissent dans nos pays, quels sont ceux qui seront victimes? C'est notre jeunesse qui sera victime. Sur les mers, il n'y a pas de frontières physiques. Si nous prenons des mesures pour que notre côte soit sécurisée et que les voisins n'ont pas les mêmes mesures, si l'insécurité règne chez les voisins, même si nous prenons des mesures, on n'a rien fait. Donc, il faut que la sécurité règne partout. Et donc, c'est pour ça que le chef de l'État a été inspiré. Ces échanges ont donc permis aux différents acteurs de la vie nationale d'apprécier à sa juste valeur l'engagement pris par le Togo en organisant ce sommet. J'ai retenu beaucoup de choses. Si nous rentrons dans nos villages respectifs, on va savoir comment on va essayer de convaincre nos frères, nos sœurs, nos parents. Tout ce que le ministre vient de nous dire concernant la sécurité maritime, nous devons s'impliquer totalement parce que sans la sécurité, on n'a pas la paix. Selon les statistiques, 90% des importations et exportations en Afrique sont effectuées par mer. De nos jours, les attaques et pirateries se multiplient, raison de plus pour l'Afrique tout entière d'élaborer et d'adopter les chartes sur la sécurité maritime, ceci en vue de baliser la voie au développement de l'économie bleue. Dans 40 jours exactement, le Togo recevra plus de 4500 participants au sommet de Lomé pour définir une stratégie commune de lutte contre l'insécurité maritime en Afrique. La réussite du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique préoccupe l'exécutif qui table sur une implication de tous les acteurs de la vie sociopolitique et économique du pays. Amener chacun à jouer sa partition. Telle est la dynamique dans laquelle se situe la tournée de sensibilisation du gouvernement. À Palimé, le ministre de l'administration territoriale, Payadou Waboukpessi, a porté à la connaissance des préfets, leaders d'opinion, jeunes et femmes des plateaux ouest, les enjeux de l'événement. Ils ont été édifiés sur la responsabilité qui leur incombe dans la lutte contre le terrorisme et les trafics de tout genre. Nous avons expliqué ce qui se joue sur les mers aujourd'hui. Le banditisme, la piraterie, le trafic de drogue, le trafic de médicaments, de faux médicaments, etc. Donc tout ça, si le contrôle n'est pas bien assuré et que cela échappe au service aux forces de sécurité, ça peut atterrir partout. Le sommet sur la sécurité maritime concerne tout le monde à cause de l'insécurité qui prévaut sur les mers. Bien sûr, au Togo, nous avons la chance. Le président de la République a pris des mesures de sorte que, disons, ces fléaux, ces crimes ont baissé de façon drastique sur les côtes togolaises. C'est une rencontre d'écoute et d'échange pour mettre les populations à la base au même niveau d'information. Du 10 au 15 octobre à Lomé,
Les 54 pays africains et les experts internationaux qui prendront part à ce sommet extraordinaire vont adopter la charte africaine sur la sécurité maritime. Elle sera dénommée Charte de Lomé, destinée à mettre en œuvre une politique de lutte contre la piraterie, les trafics de drogue et d'armes et la pêche illégale. Bref, trouver des solutions efficaces dans la lutte contre l'insécurité maritime, une insécurité qui sape l'économie bleue. Les chefs traditionnels impliqués dans les préparatifs de ce sommet pour préserver un climat de paix, c'est l'objectif visé par le ministre de la Sécurité, le colonel Yak Damhan, ce matin à Lomé. La réussite de ce rendez-vous continental en dépend. Sonia Ameniko, Silver, Abidou. Des têtes couronnées et des responsables de jeunes et femmes de la région maritime mobilisés pour s'approprier les enjeux du sommet que le Togo s'apprête à accueillir en octobre prochain. Ils sont ici entretenus par le ministre en charge de la sécurité, le colonel Yak Damham, qui leur a expliqué de bout en bout l'intérêt de cette messe continentale avec à la clé la lutte contre la piraterie maritime. Il s'agit pour le ministre de faire comprendre à chacun d'entre eux le rôle qui est le sien dans la réussite de ce grand rendez-vous. Elle doit se dire le sommet, c'est leur sommet, c'est son sommet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour que ça soit une réussite. La première chose, c'est faire en sorte que le climat que nous connaissons dans notre pays, le climat de paix et de sécurité, soit préservé. Si on leur dit par exemple telle rue est barrée parce que il y a des cortèges qui passent, ça doit être naturel, on doit prendre ça sportivement. C'est notre sommet, nous voulons sa réussite et nous cédons une partie de notre liberté. Une fois dans leur localité, de partager l'information avec les compatriotes qui sont restés sur place pour que le moment venu, celui qui est à Tolkopé, il y a un sommet qui se passe. De ma position de Tolkopé, je dois contribuer aussi à la réussite de ce sommet. La mer dispose de beaucoup de richesses, ce qui nécessite une véritable préservation pour un développement de l'économie bleue. Le sommet de Lomé, c'est de parvenir à réduire les risques et les menaces, au premier rang desquels les actes de tout genre, notamment la piraterie maritime, les trafics de stupéfiants ainsi que l'immigration clandestine pour garantir la paix et la sécurité en mer. Les gardiens des us et coutumes et les populations à la base sont donc mis à contribution pour l'aboutissement du sommet. Direction maintenant le Gabon. Après 24 heures de suspense, on connaît depuis cet après-midi le nouveau président du pays. Ali Bongo est réélu à la tête du Gabon pour un nouveau mandat de 7 ans avec 49,80% des voix. Mais déjà, la grogne monte dans le camp de l'opposition. Les Gabonais ont dû attendre le milieu de l'après-midi pour voir et entendre enfin sur leur téléviseur la proclamation des résultats. Le ministre de l'Intérieur a égrené les chiffres province par province pour finalement proclamer élu Ali Bongo Ondimba avec 177 722 voix, soit 49,80% des suffrages. Son principal challenger, Jumping, obtient 48,23% des voix, soit 172 128 voix. Le taux de participation est de 49,89%. Mais ces résultats sont déjà contestés. Un peu plus tôt, la presse internationale a assisté à une grosse colère à l'extérieur de la réunion de la commission électorale. Paul-Marie Gonjou, représentant de l'opposition, est sorti dénonçant des fraudes. Avec 2 autres membres, il a démissionné, refusant de voter les résultats. Et nous voilà ce jour, nous faire avaler que le Haut-Togoué a eu un taux de participation
de 99,93%. Autant dire 100%. Même dans les dictatures de l'Europe de l'Est, même dans les dictatures, la dictature de Corée du Nord, même dans les pays où le vote est obligatoire, 100% de taux de participation. Où a-t-on vu ça? Quelle honte! Quelle honte! Nous disons au peuple gabonais qu'il n'a pas à se faire voler sa victoire. Ce n'est pas parce que M. Ali Bongo Ondimba n'est pas propriétaire de la République gabonaise. Cette province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo, semble avoir été au centre de toutes les discussions depuis le début de la réunion à 8h30 locale, alors qu'elle aurait dû se tenir la veille. Dans cette région, Ali Bongo obtient plus de 95% des voix, avec plus de 99% de participation. Pendant la longue attente, plusieurs voix s'étaient élevées pour demander des résultats crédibles, selon l'expression même du secrétaire général du parti au pouvoir. L'Union européenne a demandé une publication par bureau pour plus de transparence, mais ces avis semblent être restés lettres mortes. Cette annonce pourrait mal passer auprès des partisans de Jean Ping, très remontés et qui n'ont pas quitté le siège de campagne depuis le scrutin. Ils affirment que leur leader a gagné. Déjà, de premiers accrochages entre forces de l'ordre et manifestants sont signalés à Libreville. Mais le pouvoir semble y être préparé. Depuis 2 jours, des forces de sécurité sont déployées à travers la capitale. On apprend donc ce soir des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Libreville et l'Assemblée nationale du Gabon aurait été incendiée. Autre crise maintenant au Brésil. Dilma Rousseff est poussée vers la sortie. Les sénateurs brésiliens ont voté ce soir la destitution de la désormais ex-présidente du Brésil. Suspendue depuis mai dernier, elle est accusée d'avoir commis un crime de responsabilité et avoir maquillé les comptes publics pour permettre sa réélection. Retour en page nationale, un bureau exécutif vient de être porté à la tête de la coordination nationale des syndicats des routiers du Togo. Composé de 7 membres, ce bureau exécutif et ses membres vont trouver des points de convergence face aux autorités en charge des transports en ce qui concerne notamment la charge à l'essieu contenue dans le règlement 14 de l'UMOA. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Clarisse Atikai. La charge limite de marchandises des véhicules gros porteurs commence par poser quelques difficultés aux transporteurs routiers au niveau du poste de pesage de Djerewiye. Le syndicat des professionnels routiers du Togo, CIPROTO, et l'Union des conducteurs routiers du Togo, UCTT, estiment que cette décision qui émane du règlement 14 de l'UMOA est diversement appliquée dans les États membres de l'Union. Un espace de concertation a donc été mis en place avec à la tête un comité de 7 membres chargé d'échanger avec les autorités en charge du transport routier afin d'étudier les obstacles qui freinent la mise en œuvre de la charge à l'essieu. Si je prends le Burkina, les 6 roues chargent 23 tonnes. C'est le transport national. Les 10 roues chargent 33 tonnes. En Côte d'Ivoire, les 6 roues chargent 21 tonnes et les 10 roues chargent 31 tonnes. L'écart varie entre 5 et 7 tonnes. Au Togo, c'est 18 pour les 6 roues, 18 tonnes pour les 6 roues et 26 tonnes pour les 10 roues. Alors, si je prends les 10 tonnes, 26 tonnes ici et 33 au Burkina, ça suppose que nous avons déjà 7 tonnes d'écart et nous nous sommes pénalisés. Nous attendons qu'on augmente un peu, qu'on nous donne encore un seuil de tolérance. La coordination nationale des conducteurs routiers du Togo, CONACIRT, recommande en outre
que des ponts bascules soient installés dans les préfectures desservies par les camions pour permettre aux véhicules d'être pesés avant leur arrivée à Diréoui, ce qui éviterait la décharge du surplus de marchandises. Une décharge qui n'est pas sans conséquence. La CONACIET appelle à une action concertée afin de parvenir à trouver un terrain d'entente dans l'application de cette mesure. Un mot de sport teinté de politique à présent avec ce coup de gueule d'un joueur noir américain. Pour dénoncer l'oppression des Noirs dans le pays, Colin Kaepernick refuse de se lever pendant l'hymne national. Un geste politique qui fait polémique dans un pays qui reste très attaché au symbole de la nation. Regardez. Retentit. Comme le veut la tradition, les équipes sont debout, regard tourné vers la bannière étoilée. Mais un joueur de football reste volontairement assis. Il s'appelle Colin Kaepernick. Par ce geste, le quarterback de 28 ans dénonce les discriminations raciales et prend la défense des Noirs américains tombés sous les balles de la police. Je continuerai à rester assis pour soutenir les personnes opprimées. Il y a des choses qui doivent changer. Et quand je sentirai que les choses ont changé, que ce drapeau est redevenu ce qu'il était et que ce pays traite les gens comme il se doit, alors je me relèverai. Dans un pays où on ne s'attaque pas impunément au drapeau et à l'hymne, l'attitude du footballeur divise. Ses fans, par exemple, ont posté des vidéos où il brûle son maillot. Certains l'insultent et demandent sa suspension. Mais Colin Kaepernick a reçu le soutien des dirigeants de son club de San Francisco et de ses coéquipiers. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est une famille. On soutient les gars. L'affaire dépasse le cadre sportif. Les politiques s'en emparent. La Maison-Blanche reconnaît aux joueurs le droit d'exprimer ses opinions. Le candidat à l'élection, Donald Trump, lui, se délecte du scandale. Peut-être qu'il devrait vivre dans un pays qui lui convient mieux, qu'il essaie. Par la voix du réalisateur Spike Lee, certains artistes